de canif dans le contrat social. Hier, Jean-Philippe Tanguy, qui appartient à votre groupe, le Rassemblement national à l'Assemblée nationale, a parlé de purge sociale et fiscale. D'abord, et on va détailler les mesures ensemble, la suppression envisagée de 2 jours fériés. François Bayrou a dit par exemple le lundi de Pâques et le 8 mai. Je vous vois déjà bondir. Est-ce que quand même c'est pas un peu démago, excusez-moi, mais un peu facile de dire non, il faut surtout pas supprimer 2 jours fériés. Il faut quand même faire des efforts. Vous êtes d'accord? Il faut faire des efforts. Non mais d'abord que l'État fasse des efforts. Je note que les 3 domaines dans lesquels l'État pouvait et aurait dû faire des efforts, il ne les fait pas. C'est-à-dire la désadministration de l'État, rien en vue. La contribution à l'Union européenne. Il y a quand même suppression des agences, de certaines agences. On va voir ça, on va en parler. Parce que quand il s'agit de l'État, ça reste très flou. Quand il s'agit de la cure d'austérité pour les Français, ça c'est très précis. L'Union européenne et sa contribution, nous on avait demandé une année blanche sur la contribution de l'Union européenne. Là, on ne bouge pas. Et alors le pompon, l'immigration. D'ailleurs, M. Retailleau, qu'on n'a pas beaucoup entendu, il n'a même pas réussi à faire baisser l'enveloppe de l'aide médicale d'État. Même ça, ce gouvernement n'y touche pas. Sur les jours fériés, sur ma question. Sur les jours fériés. D'abord, on a déjà vu dans le passé que ça ne marchait pas. On se rappelle tous de la suppression du jour travaillé de la Pentecôte. Le fameux jour de solidarité. Voilà, qui était au bénéfice des EHPAD. Quand on voit dans l'état dans lequel sont les EHPAD dans notre pays, quand on voit les besoins que nous avons pour le grand âge, on se dit que ça n'a pas suffi. Ça rapporte assez peu, mais surtout... Vous pensez que c'est un symbole, ces jours fériés? C'est vraiment si grave que cela? C'est un symbole, et c'est plus qu'un symbole. On demande donc aux Français ou de travailler gratuitement, il n'en est pas question. Ou alors on demande aux entreprises de payer finalement ce jour-là. Ça aura des effets récessifs aussi. N'oublions pas que par exemple le lundi de Pâques ou tous ces longs week-ends, ce sont des week-ends dans lesquels il y a de la consommation, dans lesquels le tourisme explose. Donc on va voir la tête que vont faire les restaurateurs, les hôteliers, les structures touristiques qui vont encore être amputées de ça. C'est pas seulement demander aux Français de travailler un jour férié, c'est aussi abîmer un peu plus notre économie du tourisme. Pour que nos auditeurs comprennent bien, si vous étiez au pouvoir aujourd'hui, vous ne supprimeriez pas de jours fériés? Mais pas le 15 août, pas le 11 novembre, rien de tout ça. Nous ne supprimerions pas de jours fériés. Et d'ailleurs, je vais vous dire, François Bayrou propose d'en supprimer 2. Oui. On ne sait pas pourquoi 2, ça tombe comme ça. Peut-être pour ramener un seul après dans la négociation. Alors, encore pire, pour ramener un seul dans la négociation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment une espèce de marge de manœuvre qu'il se donne de 2 milliards d'euros, de 2 à 4 milliards d'euros, selon. Mais l'année prochaine, ça ne solutionne rien. L'année prochaine, c'est quoi? Il va demander d'en supprimer 4. Je veux dire, c'est quoi la fin? C'est quoi la vision? C'est quoi la réforme? En fait, François Bayrou ne réforme pas, ne redresse pas le pays, ne change pas les choses, parce qu'il travaille à périmètre constant. Donc en fait, à périmètre constant, vous faites du rabotage, vous demandez aux Français de se serrer la ceinture, et aujourd'hui c'est 2 jours fériés, et l'année prochaine ce sera 4. Alors, vous parlez de rabotage, pas de réforme structurelle annoncée par François Bayrou hier. En revanche, une année blanche pour 2026. Est-ce que c'est pas quand même un bon moyen de débrancher le pays qui est accro, selon les mots du Premier ministre, à la dépense publique, dans le contexte quand même d'une inflation faiblarde, 1%, est-ce que cette année blanche, c'est pas la moins mauvaise des solutions? Mais surtout l'idée la plus grotesque. C'est l'idée la plus grotesque, pour 2 raisons. Bon, d'abord, François Bayrou nous dit qu'elle va rapporter 7 milliards d'euros. Tiens, c'est ce que pourrait ramener une année blanche sur la contribution à l'Union européenne, 7 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'au lieu de demander des efforts aux Français, là on pourrait dire, et là on sort pas des traités, il n'y a pas de Frexit, il n'y a rien du tout, on pourrait dire nous ne donnons pas plus, on continue à donner, à contribuer, mais nous ne donnons pas plus cette année à l'Union européenne que les autres années. C'est 7 milliards d'euros aussi. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que si l'inflation est basse, ou baisse, ça ne va rien ramener dans les caisses de l'État. Donc en fait, c'est un non-sens économique. Mais si l'inflation est haute, tout le monde va prendre très cher. Ça va coûter très cher et ça va faire mal aux Français. Donc évidemment, cette année blanche, elle est une très mauvaise idée économique. Elle est injuste et surtout, elle percute qui? Moi, je le vois. Je suis élu d'une circonscription populaire. Dans le Nord, en l'occurrence à Denain. Elle percute évidemment les petits salaires. Elle percute les gens qui ont des petits revenus. Elle percute les classes sociales qui déjà souffrent le plus. Malgré tout, avec cette année blanche, donc dans le détail, les retraités vont voir leur pension gelée. Il n'y aura pas de hausse, pas de baisse, prévient François Bayrou. Dans la mesure où tout le monde doit faire des efforts, dans la mesure où il faut dégraisser le mammouth, est-ce que c'est pas légitime de dire, bon ben voilà, 1% d'inflation, les pensions de retraite ne vont ni augmenter ni baisser, il va falloir faire un effort? Non mais d'abord les retraités, il n'y a pas un peu de légitimité à dire ça quand même? C'est pas une caste de privilégiés. Les retraités, ils ont travaillé. Pourquoi vous pensez que le gouvernement pense comme ça aujourd'hui?
Oui, mais surtout, il se dit, les retraités sont bien sages, ils manifesteront pas, ils casseront rien, ils vont pas descendre dans les rues. Les retraités, pourquoi il y a cet abattement de 10% qui existe? Il est fait évidemment pour compenser un niveau de vie qui n'est plus le même lorsque vous arrivez à la retraite. Et sur frais professionnels, c'est cet abattement que va supprimer le Premier ministre. Remplacé par un forfait. Le fait que les dépenses, quand vous passez à la retraite, soient différentes. Vous avez plus de dépenses de santé, vous avez plus de dépenses d'accompagnement, etc. Donc les dépenses des retraités sont pas les mêmes. Il y a cet abattement fiscal. Mais si on demande des efforts à tout le monde, et je ne vois pas pourquoi on demanderait à des gens qui ont travaillé toute leur vie de payer pour ceux qui ne font rien, parce qu'il n'y a rien sur l'immigration, je l'ai dit, mais à ce moment-là, la niche fiscale des journalistes, c'est pas vous que je vise particulièrement à titre individuel, mais c'est 7 650 € par an. D'ailleurs, on ne sait pas, mais il n'est pas complètement exclu que. D'accord, le Conseil économique et social, 45 millions d'euros par an, mais enfin, tout ça, je veux dire, à ce moment-là, mettons tout sur la table et regardons, mais la question, on voit bien que c'est du bricolage. La question des niches fiscales, elle est ouverte. Ah bah on va voir, mais elle est ouverte, elle est à la main des parlementaires. Mais je vais vous dire, on va voir ce que la question des niches fiscales est ouverte, parce que si c'est pour taper l'emploi à domicile, c'est-à-dire des emplois... l'emploi à domicile, manifestement, ne fera pas partie des niches fiscales. Alors voilà, c'est bien ce que je vous disais, tout ça c'est du bricolage, tout ça c'est flou, on ne sait plus ce qui en fait partie. Ce qu'on sait tout simplement, c'est que ceux qui ne bougent pas une oreille, ceux qui ont travaillé toute leur vie, vont passer à la caisse. Alors aidez-moi à comprendre, lesquels vous visez, vous ? Les niches fiscales, quelles seront vos propositions dès le début de cette interview? Ce n'est pas uniquement des niches fiscales dont je vous parle. Moi, je vous dis, on ne redresse pas le pays à périmètre constant. Il faut regarder les grandes directions dans lesquelles on veut aller. Nous, on souhaite un État qui soit centré sur ses missions régaliennes. La santé, l'éducation, la sécurité, la justice. Là, il faut du monde. Là, il faut des fonctionnaires. Là, il faut des moyens. Et puis, il y a un État qui doit se délester. Évidemment, je pourrais parler de l'audiovisuel public. Il y a trop de bureaucratie, trop de procédures, trop de normes, c'est ça. Mais pas seulement, trop de strates. Par exemple, vous regardez une grande réforme des collectivités locales sur l'organisation du territoire, avec des économies d'échelle, elle aurait été pertinente. Ça, c'était courageux. Ça bousculait les copains du système de M. Bayrou, avec la région, les agglos, les communes. Là, il y avait de quoi aller chercher des économies d'échelle. Rien, c'est demander trop d'efforts, là, M. Bayrou. Là, parce que, évidemment, il faut du courage politique. Il prévoit un plan de simplification. Il y aura simplification, c'est quoi? Il y aura un nouveau projet de loi de simplification qui va arriver à l'automne pour supprimer des agences, notamment des agences. Il va supprimer l'ADEME, 4,2 milliards, et ses coûts de gestion absolument pharaoniques. C'est du bricolage. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas de vision. Ils cherchent juste à rentrer dans les clous cette année. Ce sera pire l'année prochaine. Il n'y a pas de vision. On ne s'attaque pas à l'Union européenne. On ne s'attaque pas à l'immigration, je l'ai dit. Il y a le RSA, sincèrement, le RSA touché par des personnes de nationalité étrangère, c'est 1,5 milliard par an. On ne s'attaque pas à l'AME, c'est 1,5 milliard par an. Tiens, vous avez déjà 3 milliards d'euros ici pour des gens qui ne contribuent pas, à la richesse du pays. Mais non, on demande aux Français qui ont travaillé ou qui travaillent de se serrer la ceinture et de voir leur pouvoir d'achat baisser. Bah c'est non. Bon, Sébastien Chenu, vous restez avec nous, on continue la discussion évidemment juste après le fil info, puisqu'il est 8h45 sur France Info. Maureen Sfignard. Les annonces d'économie budgétaire de François Bayrou sont injustes et violentes pour le pays, selon la CGT. Sophie Binet, la patronne du syndicat, appelle les Français à se mobiliser à la rentrée contre la suppression de 2 jours fériés, contre la réforme de l'assurance chômage, le gel du montant des prestations sociales. Les collectivités locales doivent faire pour leur part un effort de 5 milliards d'euros. Toutes ces mesures ont pour but de faire 43 milliards d'euros d'économies. Il n'y a pas d'alternative, affirme sur France Info Thomas Cazenave, le député macroniste et ancien ministre des Comptes publics. Il obtient une libération conditionnelle après 20 ans de prison. Serge Atlaoui va sortir de prison dans les tout prochains jours. Le Français avait été arrêté en 2005 en Indonésie, puis condamné à mort pour trafic de drogue. Il avait été transféré en France en février dernier pour être incarcéré à Meaux. La préfecture assure qu'il n'y a pas de conséquences sur l'eau potable. Un bateau a coulé à hauteur de Saint-Julien-de-Concelles en Loire-Atlantique. Il contient plus de 7000 litres de gasoil. Des barrages flottants sont installés pour limiter la pollution de la Loire. France Info. Le 8-30 France Info. Paul Barcelone. Toujours avec Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national, député du Nord. Sébastien Chenu, suppression de 3000 postes de fonctionnaires par le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 qui partira à la retraite dans les prochaines années.
pour continuer de dérouler le fil des mesures annoncées hier par François Bayrou. Ça, c'est un moyen de dégraisser le mammouth ou pas? Non, mais en fait, c'est le catalogue de l'horreur et c'est le catalogue le musée des horreurs, disait Éric Coquerel, qui est pourtant pas de votre. Oui, mais il a raison, c'est une bonne formule, parce qu'en fait, ça nous montre qu'ils ont cherché à passer le rabot partout sans vision. Mais vous appelez... Non, mais regardez, entre 2023 et 2024, si ma mémoire est bonne, il y a eu 20 000 créations de postes d'emploi public. Là, il propose d'en supprimer 3 000. Mais ça veut dire quoi? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces zigzags permanents? Donc il reste au milieu du gué. Mais non, mais tout à l'heure, je vous ai expliqué ce que nous, la vision que nous avions. Quand vous êtes porté par une vision, quand vous savez ce que l'État stratège doit faire, là où on a des besoins, eh bien, vous adaptez vos besoins, votre fiscalité, vos outils à cette vision. Nous, on dit l'État doit être centré sur ses grandes missions régaliennes. On doit revoir l'organisation de l'État. Mais quand vous n'avez aucune vision, quand vous cherchez à gagner du temps comme François Bayrou, quand vous faites du bricolage comme François Bayrou, eh bien, vous passez des petits coups de rabot et puis l'année prochaine, vous en repasserez d'autres. Mais en fait, vous rentrez jamais dans les clous avec ça. Vous faites le même commentaire à propos de la contribution solidarité des plus hauts revenus ou c'est une bonne idée, ou vous donnez le point là-dessus au gouvernement? C'est 1 milliard, 1,2 milliard. Exactement. Donc qu'est-ce qu'il faut, le retour de l'ISF, l'impôt sur la fortune? Non, pas du tout. Nous, on n'est pas du tout d'ailleurs pour ce retour-là. Nous, on est pour une fiscalité qui impacte non pas, par exemple, le patrimoine, mais qui impacte l'argent qui dort. Avec Marine Le Pen, on a déjà proposé un impôt sur la fortune financière qui ne soit pas, évidemment, un impôt sur la fortune immobilière, en tous les cas sur la transmission. Nous, on pense qu'il y a quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Mais là, il y a 1 milliard, c'est juste un symbole pour dire, regardez, on a demandé aussi un effort à quelques-uns. Mais en réalité, par rapport à l'effort, à l'Himalaya d'efforts que ce gouvernement demande aux Français. Dit, je suis au pied d'un Himalaya. Oui, il est au pied d'un Himalaya. Le problème, c'est que l'Himalaya, c'est celui qu'il demande aux Français de gravir. C'est-à-dire qu'il leur demande de se serrer la ceinture. Eh bien, quand on voit ce qu'il demande aux retraités et aux travailleurs de ce pays, eh bien, je vous dis que non seulement ce n'est pas sérieux, ça aura des effets récessifs, ce n'est pas juste, mais ceci ne règle aucun problème. J'entends votre argument, mais malgré tout, il y a des efforts à faire. Bien sûr. 44 milliards, le Rassemblement national dit qu'il faut s'attaquer au poids de la dette, qu'il faut faire des efforts, etc. Est-ce que François Bayrou, quand même, il n'est pas en quelque sorte, pardonnez-moi l'expression, en train de faire le sale boulot? Et vous serez bien content, si un jour vous arrivez au pouvoir, de trouver un pays avec des comptes assainis, un déficit et une trajectoire de déficit respectée? Non mais François Bayrou, il dénonce son propre bilan. François Bayrou, il n'a pas été absent de la scène politique ces dernières années. Ça fait 50 ans qu'il est dans tous les gouvernements, 50 ans qu'il fait de la politique, 50 ans qu'il soutient toutes les politiques qui ont mené à ces résultats-là. Parce qu'aujourd'hui, on est sur quelque part ce qui apparaît, saute aux yeux des Français, les 1 000 milliards d'euros de dettes qui ont été réalisés par Emmanuel Macron. Pour porter à 3 000 milliards d'euros de dette. Oui, c'est-à-dire qu'une situation absolument déplorable, mais François Bayrou a fait partie des acteurs de cette situation. Mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'il vous facilite pas le travail quand même, malgré tout? Ah non, il le complique. Ce ne sont pas les gens qui ont créé les problèmes avec leur logique mondialiste, leur logique ultralibérale, leur logique injuste, qui vont les réparer. Et d'ailleurs, on le voit, ils ne cherchent pas à changer de logique. François Bayrou, il est toujours dans la même logique. On contribue encore plus à l'Union européenne, on ne touche pas au tabou de l'immigration, on ne change rien, on ne réforme pas le pays dans ses grandes structures. Donc en fait, en réalité, ils ont toujours le même logiciel. Ils ne résoudront rien. Ils vont faire une chose, ils vont appauvrir les Français, ils vont faire chuter notre économie et ils vont nous rendre un pays, nous donner les clés d'un pays qui sera totalement ruiné. On a parlé en tout début d'interview de la menace de censure. Je vous ai interrogé sur cette menace agitée hier par Marine Le Pen, que vous nous confirmez ce matin sur France Info, bien sûr. Est-ce que la censure n'engendrerait pas quand même une dissolution? Je rappelle que depuis le 9 juillet, Emmanuel Macron est de nouveau armé constitutionnellement pour dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce qu'une censure aujourd'hui n'est pas synonyme de dissolution dans la seconde? Et est-ce que le Rassemblement national est prêt à affronter une dissolution et à retourner aux urnes, à retourner aux législatives? Tout à l'heure, je vous disais, qui a voté pour tout ça? Les Français aux élections européennes ont voté très largement en tête pour Jordan Bardella. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voté pour une contribution supplémentaire à l'Union européenne. Non, aux élections européennes, il n'y a qu'un tour. Donc ils ont voté pour une politique, en tous les cas pour une proposition. Là, je parle par exemple de ce qui nous relie à l'Union européenne. Les Français n'ont pas voté pour un programme dans lequel on donne plus à l'Union européenne. Eh bien, pourtant, ils ont comme résultat d'avoir un gouvernement qui leur dit vous allez donner plus à l'Union européenne.
européenne. Les Français, ils ont voté pour des idées très simples, pour des idées très concrètes. C'est-à-dire, ils ont voté pour la préservation de leur pouvoir d'achat aux législatives. Ils n'ont pas voté pour Mais non, toutes ces les Français, solutions. ils ont voté pour que les partis politiques en nombre à l'Assemblée nationale s'entendent et Non, s'entendent sur un programme de les partis gouvernement. politiques se sont arrangés, les partis politiques du système, pour contourner le souhait des Français par des désistements, alors que soi-disant ils se combattent pour pouvoir préserver les intérêts du système. Au-delà de ça, peu importe, la situation elle est telle qu'elle est aujourd'hui. Ben oui, s'il y a des législatives, nous on est capable de les assumer. On a des idées pour le pays, on a des propositions, j'en ai fait un certain nombre. Même si Marine Le Pen ne pourra pas se représenter, ne pourrait pas mais le être sur la ligne de le départ. sort personnel de Marine Le Pen ne l'empêchera pas de censurer François Bayrou. C'est comme ces histoires de François Bayrou qui cherche à nous acheter un coup avec la proportionnelle, un coup avec la Banque de la démocratie. Enfin, il se met le doigt dans l'œil. Je disais, ce numéro de drague lourdingue, l'idée de penser que de mois en mois, il va prolonger son mandat en agitant un coup aux socialistes. Bon, eux, ils se font acheter assez facilement, vous me direz. Un coup au Rassemblement national, des propositions qui peuvent les séduire pour gagner du temps, gagner 2 mois, gagner 3 mois, ça ne marchera pas. C'est la fin de l'histoire. François Bayrou est en train d'écrire le dernier chapitre de son histoire à Matignon. Simplement pour terminer, Sébastien Chenu, autre sujet, la semaine dernière, le Rassemblement national a fait l'objet de perquisitions au siège du parti dans le 16e arrondissement à Paris, dans le cadre de plusieurs enquêtes ouvertes pour financement des campagnes législatives et même européennes à laquelle vous faisiez allusion à l'instant. Vous dénoncez, comme le président du parti, une cabale, un acharnement contre vous, ou franchement cet argument, il n'est pas un peu éculé maintenant ? Non, mais d'ailleurs, c'est la suite logique de notre conversation. C'est parce que nous sommes le parti qui peut gagner les élections. Vous dérangez. C'est parce que, c'est le moins qu'on puisse dire, oui, je pense qu'on dérange ce système. C'est parce qu'on peut gagner les élections, c'est parce qu'on est en tête de tous les sondages d'opinion qu'il faut nous faire la guerre et pas la guerre à la loyale. Donc on nous poursuit, donc on nous harcèle. Oui, effectivement, je crois que le Rassemblement Il y a national une chasse à l'homme contre le gêne le Rassemblement système. national. Nous gênons le système et ils ont bien raison, nous allons continuer à les gêner parce que ce système, il faut le faire tomber. Merci beaucoup, Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national, député du Nord, d'avoir été en direct ce matin avec nous sur France Info. Et évidemment, l'info continue.